Et si le chaos qui peut détruire une vie n'était pas une malédiction? Si c'était en fait la seule matière première capable de forger quelque chose de bien plus puissant que le confort ne le sera jamais? C'est une idée qui va à contre-courant, je sais, mais c'est vraiment le cœur de la perspective stoïque qu'on va explorer ensemble. Une philosophie ancienne qui nous apprend, au fond, à nous concentrer sur ce qu'on peut contrôler et à accepter le reste. Alors voilà une question qui pique un peu. Le confort nous rend-il faibles? La plupart d'entre nous, on passe notre vie à construire des murs pour éviter l'échec, l'humiliation, l'effondrement. Mais si en réalité, c'était justement ça, les forces dont on avait besoin? En fait, on a deux visions qui s'opposent. D'un côté, il y a l'illusion de la stabilité. Le confort, le calme, tout ça construit des fondations qui sont souvent assez fragiles, parce qu'elles dépendent de la vie des autres, de succès qui ne durent pas. Et de l'autre côté, on a le pouvoir de l'effondrement. C'est brutal, oui, mais c'est un avantage énorme. Ça fait le tri. Ça enlève tout ce qui n'est pas essentiel et ça nous montre qui on est vraiment. Et c'est justement cette mise à nu que la perspective stoïque ne voit pas comme une fin, mais comme le vrai point de départ. Pour bâtir quelque chose de solide, de durable, il faut d'abord que l'ancienne identité, la plus fragile, soit complètement démantelée. Il faut faire table rase. Cette phrase, elle est incroyablement puissante. Elle dit que c'est précisément quand on touche le fond que la plus grande transformation devient possible. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien à protéger, plus de faux semblants à maintenir, on est face à soi-même. Alors là, on arrive à un changement de perspective qui est fondamental. Le désespoir, la douleur, ce n'est pas juste quelque chose à anesthésier, à faire taire. C'est en fait une concentration immense d'énergie psychologique. Pensez à la pression qui transforme un simple morceau de carbone en diamant. Eh bien, pour l'esprit humain, le principe est un peu le même. Donc une fois qu'on voit cette douleur comme une source d'énergie, l'étape suivante devient presque évidente. Il s'agit d'opérer un switch mental. On arrête d'être la victime, submergé par ses émotions, et on devient l'enquêteur, froid, détaché, qui analyse objectivement les décombres de sa propre vie. L'objectif n'est donc plus d'éviter la souffrance à tout prix, non. L'objectif, c'est d'en extraire les données, les informations précieuses qu'elle contient. Chaque échec, chaque douleur met en lumière une faille qui était déjà là. Que ce soit une dépendance à la validation des autres, un manque de discipline, peu importe. L'info est là. Et ça, c'est un processus très concret, C'est pas juste de la théorie. Il s'agit de traiter son propre effondrement un peu comme une expérience scientifique. On observe ses réactions, ses pensées, ses peurs, mais sans jugement, juste pour comprendre les mécanismes à l'œuvre. Et voilà, on arrive à la question stratégique. La question qui change tout. On remplace le pourquoi-moi, qui ne mène nulle part, par une approche analytique, presque chirurgicale. L'effondrement n'est plus une tragédie, c'est une mine d'informations. La douleur devient un signal. Bon, on a collecté les données, on a fini l'analyse. Et maintenant, la phase de transformation peut commencer. Et pour ça, il y a une métaphore qui est juste parfaite. C'est l'alchimie. L'art de transformer le plomb en or. Ou ici, de raffiner les émotions brutes en véritables atouts stratégiques. L'idée, ce n'est surtout pas d'éliminer les émotions, c'est de les rediriger. Une douleur qui n'a pas de direction, elle mène à l'amertume, au ressentiment. Mais une douleur qu'on canalise, ça crée de la force. Ce tableau, il illustre ça parfaitement. Prenez la colère. Au lieu d'être une explosion incontrôlable, elle devient le carburant pour une motivation ciblée, précise. La peur, elle ne paralyse plus. Elle devient une sorte de GPS qui nous indique les zones où on doit grandir. L'humiliation elle-même devient un outil pour développer l'humilité. Cette question devient alors une sorte de filtre mental permanent. Chaque impulsion, chaque réaction interne est passée au crible. Est-ce que ça me rend plus fort ou est-ce que ça me tire vers le bas? L'apitoiement sur soi, par exemple. C'est un composant défectueux. On l'identifie et on le retire. Le but, c'est que toute l'énergie soit orientée vers la construction. Après tout ce travail interne, cette alchimie, la question qui se pose, c'est comment on traduit cette nouvelle force intérieure en une structure externe solide. On passe de la reconstruction un peu subie à la conception consciente d'une nouvelle identité. On devient l'architecte de soi-même. Dans le monde actuel, où le jugement des autres est constant, instantané, la première chose à bâtir, c'est une défense. On peut appeler ça un pare-feu psychologique. C'est un mécanisme mental qui est conçu pour filtrer tout le bruit extérieur, toutes les opinions non sollicitées. Et ce pare-feu, il a des fonctions bien précises. D'abord, il apprend à traiter la critique comme une simple donnée, pas comme une attaque personnelle. Ensuite, il ancre l'estime de soi à l'intérieur de nous, ce qui la rend totalement indépendante de l'approbation des autres. Il permet aussi de repérer et de neutraliser les tentatives de manipulation. Et enfin, il écarte les jugements sans fondement, sans même y investir la moindre parcelle d'énergie. En clair, la vie des autres perd son pouvoir de nous déstabiliser. Bien sûr, cette nouvelle architecture mentale, ça ne se construit pas en un jour. Ça se forge dans la répétition, dans la discipline. Ça demande un engagement de tous les jours envers la maîtrise de soi.
C'est cette discipline qui devient la véritable fondation sur laquelle la nouvelle identité va pouvoir se reposer et se renforcer. Ces routines quotidiennes peuvent paraître simples, mais leur effet cumulé crée une dynamique surpuissante. Maintenir sa santé physique, parce qu'un corps faible finit toujours par miner un esprit fort. Poursuivre sa croissance intellectuelle, pour ne jamais tomber dans la complaisance. Et pratiquer la régulation émotionnelle, parce qu'un esprit qui ne fait que réagir est incapable de diriger quoi que ce soit. Et tout ce processus de construction, il mène à une phase finale. C'est le résultat de tout ce travail. La personne reconstruite commence à projeter une forme d'autorité. Mais attention, pas de l'arrogance. Une autorité qui vient d'une maîtrise interne, profonde. C'est ce qu'on peut appeler l'autorité des cicatrices. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un rôle qu'on joue. C'est juste l'expression naturelle d'un alignement parfait entre ses pensées, ses paroles et ses actes. C'est quelqu'un qui a regardé l'abîme dans les yeux et qui en est revenu. Ses gestes sont délibérés, sa parole est mesurée, ses réactions sont maîtrisées. Et là, il se produit un phénomène fascinant. C'est ce qu'on nomme la souveraineté psychologique. Le calme de cette personne peut apaiser une pièce entière. Sa certitude peut clarifier une situation chaotique. Sa discipline devient, sans même qu'elle le demande, une norme que les autres respectent et imitent. C'est l'environnement qui s'adapte à elle et non l'inverse. Et cette dernière citation, elle est essentielle. Le passé n'est plus une source de honte. Au contraire, ces cicatrices deviennent visibles. Et les gens ne les voient pas comme une faiblesse, mais comme une preuve de durabilité, de solidité. Elles inspirent confiance. Elles sont la preuve tangible d'une résilience qui a été testée par le feu. Et voilà. Le voyage qui a commencé dans les ruines trouve sa conclusion. L'adversité a été transformée en autorité. La question n'est plus de savoir comment survivre au prochain chaos. La question est, maintenant que ce chaos est devenu la fondation la plus solide qui soit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir bâtir dessus ?